direct du plateau TV de la Galerie des Solutions pour une émission qui pourrait s'intituler « Quand la Chine s'éveille à l'environnement ». Ce pourrait être le titre de cette émission, comme pour faire écho au livre d'Alain Peyrefitte paru il y a plus de 40 ans, « Quand la Chine s'éveillera ». Au-delà du China bashing répandu à travers le monde, on va essayer de voir avec nos invités comment concrètement la Chine s'engage dans la voie d'une économie verte pour en quelque sorte faire un peu machine arrière et surtout assurer la pérennité de ces 1,2 milliard d'habitants ou un peu plus aujourd'hui. Pour en parler, Nathalie Bastianelli, qui est dirigeante de Belong & Partners, et puis Lawrence Bram, qui est avocat, qui fait bien d'autres choses aussi. Il a notamment conseillé le ministère de l'Environnement chinois. Il nous parlera un petit peu de ce qui se passe en ce moment là-bas. D'abord avec vous, Nathalie Bastianelli, peut-être un mot de Belong & Partners, de la démarche de cette plateforme, on peut l'appeler comme ça, de connaissances qui s'appuie sur les savoir-faire, les solutions, mais aussi un petit peu de, comment dire, d'âme, de supplément d'âme. Racontez-moi. Oui, alors Belong & Partners est une plateforme de social business qui met en lumière les solutions du monde entier et aussi celles de Chine. Et en fait, on les met en lumière à travers des événements qu'on organise en Chine. On en a fait un premier événement à Pékin en septembre dernier. Et l'idée, c'est vraiment de démontrer que un monde est en marche partout, et aussi en Chine. C'est changer de regard sur ce qui se dessine au niveau d'une économie verte, et changer de regard sur ce qui se passe en Chine, c'est-à-dire avoir une meilleure compréhension qu'une économie verte est en train de se mettre en place. Oui, Laurent, je parlais de China bashing. Évidemment, tout le monde dit la Chine pollue le monde, etc. Toutes les grandes nations ont délocalisé leurs industries en Chine. La réalité, c'est pas tout à fait ça. Parlez-moi un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui en termes de prise de conscience environnementale en Chine. I just arrived from Beijing. In fact, where the pollution is terrible, people can't breathe. And so it's really out of the self-interest of the Chinese government that they themselves have decided they need to take major action on changing their own environmental degradation. That means changing the industrial structure. Right now, some 70% of all the energy in China relies on coal. Another, 25% is on other fossil fuels and oil. And so now they need to kill coal. That's enemy number one, and that means dealing with the large centralized grids. I worked for about 3 years drafting for the government a policy matrix that has to rethink the whole nature of growth and what's a healthy economy and the mechanisms to get there. And this was adopted this year in April 25th by both the Central Committee and the State Council. It's called Toward Constructing Ecological Civilization. And it is the major game player or game changer in the environmental game. Now, why do I say that? I'll really summarize this thing. It has 5 core pillars. The first is massive state asset investments into renewable energy. And that is because the nature of China's economic growth miracle is because of state investment. So now, rather than more of the old polluting cement and steel, let us do the software, regrid, get rid of coal. In parallel, there's policy for credit and fiscal, monetary policy, lending policy to drive businesses into adopting either renewable or efficient energy or to make the products necessary. And of course, a rethinking of growth, because everything's been linked to 8% growth, but growth does not represent a healthy economy. And a healthy economy involves a much wider matrix, and they have adopted this point of view. They are resetting growth, rebalancing growth, and of course red lines on the environment, areas that cannot be touched, and of course most important for the next generation is massive investments into innovation, technology, and education, which is going to assure that the actual transformation from the fossil fuels to renewables is something that in itself is sustainable. Alors effectivement, vous nous parlez de cette Towards Ecological Civilization, donc on change complètement de modèle, ce qui paraît incroyable à l'échelle d'un pays comme la Chine. Vous étiez à la COP21 là, dans la sphère des négociations. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au-delà de ce qui se passe à l'intérieur, en interne en Chine, en matière de planification, il y a aussi une nouvelle posture vis-à-vis du monde entier. On se souvient d'un accord au mois de septembre dernier. Je voudrais comprendre ce qui a modifié, alors vous venez de le dire un petit peu, mais ce qui a modifié la posture des Chinois pour dire oui
allez, on joue le jeu pour nous et pour la planète? It's sheer pragmatism themselves. And you have to understand that the past leadership, that was the leadership of the past decade, that was President Hu Jintao and Wen Jiabao, that political administration adopted the official position that the only way to maintain social political stability through employment was to have more than 8% growth, and the environment would be sacrificed as a course of maintaining stability. However, 10 years on, the new administration of Xi Jinping and Li Keqiang looking at the situation saying, no, actually what's causing all the social political instability, the protests and the riots in China, is in fact the poor environmental conditions, and with that you have healthcare issues. So we sit back, we say we have 8% growth or 9% growth or whatever. If you actually add the costs of that growth, if you factor it in, the destruction of the environment, water systems, some 60 to 70% of all of China's water systems are contaminated. That then goes into agricultural systems. Ultimately, it goes into health and healthcare. All those costs are borne by the state. They go back to business in the form of taxes, and they retard growth. So actually, that high GDP is not representing a healthy economy, and they've come to that conclusion. So they've said not only do they have to address their own problem, but they have to lead on climate change. And this is, I think, the decision from the very, very top. And we drafted the decision, 3 to 4 drafts that eventually became toward constructing ecological civilization. And the main point here is at the very top, the government has said the navigational direction is going to shift. We're going to go from here to here, from pollution and high growth to conservation, not pollution, and a growth which is much more holistic, sustainable, and integrated with planetary systems. Moreover, it's a huge opportunity for Europe and China in working together, because one of the things I want to say is my own work was actually funded by the European Union Commission, which provided the funding for the work that we did. And there's a reason for this, because Europe has all the technology for real estate, for buildings that can create renewable energy rather than consume it. But if you're looking at a country of 4, 5, 6, 7 million people, let's face it, in China, that's not even a district of any normal city. And so when you think about taking that technology and through cooperation with China, scaling it, the costs come down massively. And with this, we can no longer listen to arguments that are coming from those who are saying, you know, for the fossil fuel industry saying, oh no, you can't switch into renewable energy because it's not cost effective, because it is cost effective, and it will be more cost effective through this approach and through this decision. Voilà, le décor est planté, on comprend bien le contexte. Je reviendrai vers vous dans un instant. Alors Nathalie, on comprend bien aussi maintenant quel est le travail de Bidong & Partners. C'est finalement d'anticiper sur tout ce qui est en train de se passer et de servir, vous le disiez, de pont, de passerelle pour faire connaître les solutions chinoises. Mais j'ai envie de dire plus simplement pour faire connaître les ambitions chinoises. Oui, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'effectivement, les enjeux de pollution sont très élevés en Chine. On a l'impression que quand on vit en Chine ou quand on vit en Europe, on ne vit pas sur la même planète. La conscience de ces enjeux sont très élevés en Chine, et on peut même dire plus élevés en Chine qu'en Europe. Mais par contre, la conscience que les entrepreneurs, les consommateurs et les médias chinois font partie de la solution en donnant beaucoup plus de place justement aux solutions, là, justement, c'est un peu moins mature que ce que l'on connaît ici. Et donc, notre rôle, c'est d'être un accélérateur, un acteur de cette transition pour justement se connecter à d'autres publics qui sont un peu moins B2B, mais aussi sur le B2C, pour leur dire, voilà, vous êtes tous acteurs du changement, et c'est comme ça qu'on pourra faciliter cette accélération. Alors, vous m'avez dit en préparant cette émission que vous aviez fait un événement, et vous l'avez précisé au début, en septembre, un Bidong Forum à Pékin. Et vous avez eu des réactions, peut-être 2 réactions dont on peut parler par rapport à ce que vous présentiez. Il y avait donc des start-up, des entreprises chinoises, des entreprises aussi européennes, voire américaines. Je ne sais pas exactement quel était le public, mais des réactions de personnes qui étaient époustouflées de voir ce qui existait en Chine. Dites-moi un peu plus. Ben, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que les Chinois ne sont pas toujours connectés à ces solutions, même aux solutions locales.
Et donc, on avait, je vous donne l'exemple d'un entrepreneur chinois qui est de Shanghai, qui imprime ses maisons en 3D en 24 heures. Il a très volontiers accepté notre invitation. On l'avait fait venir en France d'ailleurs au World Forum Lille. Il a très volontiers accepté notre invitation à Pékin parce qu'il m'a dit « Je ne suis pas très connu dans mon pays. Je suis connu au niveau international, mais pas beaucoup dans mon pays. » Et effectivement, notre audience chinoise a découvert cette innovation. Et même Alibaba, qui est une marketplace, je crois c'est né en Chine, effectivement, ne connaissait pas la plupart des solutions, alors que c'est quand même un endroit, c'est une plateforme ouverte sur le monde, Alibaba. Hein. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est de voir que... Alors là, c'était la fondation Alibaba, et c'est très intéressant de voir que ces plateformes s'intéressent à ces solutions et ont envie d'en savoir plus, de comprendre ces nouveaux enjeux internationaux pour y prendre part. Tous les grands patrons chinois, maintenant, ont bien compris à quel point ils ont un rôle d'influence pour participer à cette accélération de transition et commencent à l'intégrer à l'intérieur des entreprises. Je vais juste vous donner un exemple sur la fondation Alibaba. Les 20 personnes qui sont payées annuellement pour participer, aider les ONG locales à être mieux connues, à être soutenues, à les professionnaliser en termes de communication, les 20 personnes sont élues par les salariés du groupe Alibaba et sont changés tous les 2 ans. C'est un budget qui est très important et ils ont mis en place pour la première fois une obligation que lorsque vous devenez salarié du groupe ou quand vous êtes salarié de ce groupe, qui est un des plus grands groupes chinois, vous avez l'obligation de dédier 4 heures de votre temps par an. Alors évidemment, ça peut nous sembler très petit. Pragmatisme et effet de masse aussi. Mais c'est la symbolique qui est importante à retenir sur cette initiative. Et en fait, ce que disait Jack Ma, c'est de dire on va d'abord essayer... Le fondateur d'Alibaba. On va essayer d'être un peu exemplaire au sein du groupe avant de demander à nos clients de participer à ce mouvement. Je vais juste vous donner un dernier exemple. Ils ont lancé une application pour les smartphones qui permet d'aller mesurer les pollutions des eaux au niveau local. Et en fait, c'est un programme qui est très ambitieux. C'est comment remonter des millions de données pour savoir la pollution exacte des petites rivières, des lacs, etc. Et en disant aux Chinois, participez à nous aider à identifier la pollution de l'eau. Comme l'a dit Lawrence Brown, c'est vraiment un enjeu qui est majeur. Et plus on connaîtra, plus on aura bien identifié ces pollutions, plus on pourra apporter des solutions pour lutter contre la pollution de l'eau. Alors Laurence, maintenant qu'on a compris effectivement le pragmatisme des Chinois, et je disais l'effet de masse, effectivement, dire engageons-nous, soyons exemplaires, donnons l'exemple, quand le retour sur investissement, pour quand? Parce qu'à cette échelle-là, ça peut aller beaucoup plus vite qu'à des échelles plus petites comme en Europe. We have to not only look at the domestic market in China, but we have to look at what China is now doing. You have the Asian Infrastructure Investment Bank, largely funded by China. You also have the BRICS Development Bank, also led by China. You've got the Silk Road Fund. You now have a Global South Cooperation Fund. And so you have the One Belt, One Road that is going to involve massive investment in infrastructure running from Russia through Central Asia, through South Asia to China, then along the South Asia to the Swahili coast and into Central Africa. This is massive. Now, is that infrastructure going to be done in a sustainable way? Here's the opportunity. If China is going to become, through cooperation with European technology, the #1 producer of all forms of renewable energy as a part of its own reform, its own environmental reconstruction and shift, quantum shift I call it, then think about the next stage as China goes out, as it supports the infrastructure, the roads, the cities, the port systems. If all of that is being done with a new way of thinking. And now the question in China, when we talk about employing people and having high growth rates, we're not talking about the blue-collar workers of the 1990s that were involved in the state-owned enterprise reform when we first heard the term 8% growth as being the target. We're talking about master's degrees, PhDs. They're coming out of the universities in droves, and they're going to have to be involved in this technological renovation. So the big business opportunity is now in renewable efficient energy, water systems, agricultural systems, smart cities, design, and this of course goes right into finance. And so really what we have to look at now is China, as it so many times it leads on business. It is the starter, it is the game changer. Once again, is the game changer. And in this case, it's going to be leading a global shift
away from the fossil fuels, which has been the dominant force in all of our business, political institutions, really since Bretton Woods. And it's now going to be leading with the potential of making that now driven by renewable efficient energy systems. And if that happens, it is a game changer. Et puis, on peut se dire aussi qu'un pays qui est arrivé à planifier et à réguler sa natalité, c'est quand même quelque chose qui touche à l'humain, est capable de planifier, de réguler son environnement. C'est ça aussi la confiance qu'on peut avoir dans les Chinois, hein, je pense. Alors, je voudrais qu'on parle d'une conférence qui aura lieu ici même à la Galerie des Solutions. Ce sera demain. Oui. Parlez-moi un petit peu. Quel est le thème? Oui, alors justement, Lauren Graham sera un de nos panélistes et on aura un très beau plateau. En fait, l'idée, c'est justement de présenter ce programme qui s'appelle Towards an Ecological Civilization. Et on aura la présence de Jill Stein, qui est la candidate américaine pour la présidentielle, pour le Parti vert, que conseille également Lawrence Braham avec sa grande connaissance de la Chine. Et l'idée, c'est vraiment de dire comment est-ce que ce nouveau programme, dont il a parlé tout à l'heure, vient inspirer également des personnalités américaines. Et là, on a une belle démonstration du changer de regard, c'est-à-dire comment la Chine et son nouveau programme va venir inspirer la première puissance mondiale. C'est-à-dire qu'on a les deux grands acteurs autour de ces sujets qui sont capables de changer la donne par rapport au changement climatique. À quelle heure cette conférence? Alors demain, elle sera à 14h30 ici à la Galerie des Solutions. Eh bien, écoutez, je vous invite tous à venir voir cette conférence très intéressante, effectivement, qui, on change de regard, mais là, on change complètement de système, puisque c'est d'est en ouest. Hein, Oui, alors on aura, peut-être que Lawrence peut en parler un peu plus précisément, mais on aura également la jeune génération qui sera là, et on aura une représentante au niveau de l'Australie. Lawrence, si vous voulez en dire deux mots. Yeah, one of the things, people ask me why I was working for over 3 years with the Chinese government to get them to adopt a policy of ecological civilization. It's because of the frustration with my own government. In the United States, we have most of our congressmen who don't even recognize that climate change is a scientific phenomena. And then our most so-called liberal leader, Barack Obama, just comes here, makes an empty speech and leaves. Nothing has been done of substance. So whether it's Republican or Democrat, they are not going to move on this. But if China is the first mover, if China, and again, as you said, when the leadership makes a decision, it's a big decision and everybody follows. And so if we can influence China to do this, then maybe we can embarrass our own politicians back home to becoming smart and saying, oh, wow, this is an opportunity for business. It's not what Donald Trump says. It is the next opportunity for business. And so Jill Stein, the Green Party presidential candidate who I'm an advisor to, I've said, you've got to be here. And she's come because she says, as the leader of an environmental economic platform, she has to be at COP. She's an official observer in there. Obama's not there, but she's there. And the point is to say, look, we have to be thinking about the next generation. We have, as leaders, the responsibility not to just be enriching ourselves and our colleagues, our friends, but we have to actually be planning for the next generation. It's a privilege to be a leader. It's not a business opportunity. Let other people have the business opportunity. And we're also going to have some youth activists, both from China and from the United States, who are going to look at these decisions and how they're going to affect their future. Because, in fact, the future belongs to them. Merci beaucoup, Lawrence. Merci, Nathalie. Je rappelle donc Belong & Partners, votre entreprise, société. Et puis, le Belong Forum, il y en aura un autre prévu? Oui, alors nous avons eu la chance d'avoir une très belle édition en septembre dernier, auquel a pris part d'ailleurs Lawrence. Et nous prévoyons d'en faire 3 autres l'année prochaine. Donc, un à Pékin, un autre à Shanghai en octobre prochain, et en novembre ou décembre à Shenzhen. Il y a de grandes chances que Shenzhen accueille la COP 23 en 2017. Et Shenzhen, c'est effectivement un symbole. Merci à vous d'être venus, de nous avoir éclairé un petit peu sur ce que la Chine fait en matière d'environnement. Et puis bon atelier pour demain, bonne conférence plénière. Merci. Au revoir. Merci à vous.